Voilà, voilà. Bienvenue dans cet espace qui est l'espace Jules Verne. Marc Atala vous présentera un peu plus dans les détails qu'est-ce que c'est cet espace Jules Verne. Moi je suis content qu'on soit là aujourd'hui pour parler un peu de cette thématique. Alors, la prospective englobant finalement la thématique d'aujourd'hui, c'est d'essayer de se projeter dans des scénarios futuristes. Pour l'exercice, finalement, on a demandé à Marc Atala qui nous explique un peu comment les auteurs de science-fiction, finalement, permettent justement de se mettre, ou quelles sont leurs ressources, leurs moyens pour écrire finalement des scénarios complètement fous, qui des fois potentiellement se réalisent ou ont des semblants, ressemblent parfois étrangement à certaines réalités, qui peuvent des fois un peu faire peur. Donc on va voyager un peu entre utopie et dystopie, meilleur des mondes et le pire des mondes. Et puis l'idée, c'est juste de vivre ce moment. Il n'y a pas de récitation à faire pour l'instant. Juste, je vous invite à santé, à prendre voilà, ce que vous avez envie de prendre pour ce moment-là. Ok, je te passe la parole. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous, merci Guy pour l'invitation, la proposition de venir ici. Effectivement, l'idée c'était de vous présenter en quelques mots en fait cette question qui était intéressante, enfin, en tout cas sur laquelle on avait pas mal débattu avec Guy, qui était la question de la prospective, mais plus généralement la question de l'imaginaire, j'y reviendrai dans quelques instants. Je ne crois pas qu'il y a un objectif direct pour vous, en fait, si j'ai bien compris. Il y a plutôt une réflexion qui peut être après pour chacune et chacun d'entre vous utile, utilisable, source de réflexion. Et au départ, l'idée initiale, c'était de réfléchir à la question de la prospective. Ce qu'on appelle la prospective, c'est assez tendance depuis quelques années maintenant. C'est cette idée de pouvoir anticiper, de pouvoir, disons, modéliser des événements qui pourraient nous arriver. C'est un peu une discipline scientifique comme ça qui est basée sur une analyse assez particulière. En l'occurrence, les prospectivistes vont analyser certaines données du monde contemporain qui sont objectivement là, présentes, visibles. Ça peut être là en lien avec le climat, ça peut être en lien avec la stabilité des institutions politiques, ça peut être en lien avec des éléments économiques. Et puis de se demander comment ces différents paramètres vont évoluer. En sachant qu'on n'en sait rien, mais on peut plus ou moins modéliser des avancées ou des directions qui pourraient être suivies. Ce qui fait que la prospective génère des modèles. Et ces modèles ne sont pas des modèles de ce qui va se passer, ça serait un petit peu trop certain, mais des tendances de ce qui va se passer. Or, ici, à la Maison d'Air, et ce matin en particulier, je ne vais pas tellement vous parler de prospective, parce que le musée dans lequel vous vous trouvez s'intéresse davantage à l'imaginaire, et non pas tant à des modèles scientifiques ou empiriques qui permettent de pouvoir savoir vers quoi on va. Et pourtant, le lien entre les deux est assez fort. On a tous des imaginaires qui fonctionnent, enfin chacun d'entre nous, on a des imaginaires vers quoi on veut aller, des projets qu'on peut avoir, des idées générales qu'on peut se faire sur l'évolution de notre métier, sur l'évolution personnelle aussi, quoi, et puis souvent pour réfléchir à ça, on mobilise notre imaginaire. Alors la Maison d'ailleurs, elle s'occupe d'un imaginaire que je vais un peu vous décrire ce matin, et cet imaginaire, c'est un imaginaire qui est à la fois lié à une société, qu'on confie passablement leurs ressources au développement scientifique et technologique, et en même temps un imaginaire humain, c'est-à-dire comment nous, on vit dans un monde qui est pétri et informé par de nouvelles technologies. Alors c'est un peu plutôt ça que je vais faire. De nouveau, je ne sais pas trop d'où chacun d'entre vous venez, ce que vous faites comme métier, et si ça peut vous être utile, mais je vais essayer de faire une sorte de réflexion assez large. Je pense que vous êtes tous assez grands pour pouvoir vous en emparer à votre manière. Cet imaginaire prospectif, cet imaginaire en tout cas de se projeter dans le futur, est un imaginaire qui est daté historiquement.
C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain n'a pas toujours fonctionné comme ça. Ça paraît très étrange pour nous aujourd'hui de nous dire qu'en fait, nos aïeux et grands-aïeux pouvaient penser autrement au monde. Alors on imagine bien qu'ils pensaient un peu différemment, le monde n'étant pas le même, mais on a la peine à imaginer par exemple que l'idée de pouvoir se projeter dans le futur, c'est quelque chose qui est récent. Alors quand je dis récent, on s'entend, ça a environ 500 ans, 600 ans disons, mais avant, c'est-à-dire avant le XVIe siècle, les gens se projettent assez peu dans le futur. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors que pour nous, on passe notre temps à nous projeter dans le futur, en fait, bizarrement. Hein. D'après les écrits de Sénèque et autres, déjà en Rome antique, il y avait pas mal de projections dans le futur. Pas tout à fait dans le futur, il n'y a pas cette idée de pouvoir réaliser quelque chose dans le futur. Non, mais il y avait une anticipation d'événements futurs, il y avait... Mais par des dieux spécifiques. Les consulats qui prenaient des décisions pour la République. Je sais pas, pour moi, toute décision prise en haut lieu doit avoir une vision d'anticipation, donc ça mais là, une projection dans le futur. Alors, la différence, c'est que les projections dans le futur, que ce soit dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge chrétien, sont des décisions qui dépendent d'un certain contexte philosophique. C'est-à-dire qu'on pense un certain nombre de choses. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, vous mentionnez Sénèque, il y a cette idée que plus on avance dans le temps, plus il y a une dégradation de la civilisation. Ah bah déjà, il écrivait que les jeunes de demain valaient rien. Voilà. Donc en fait, il faut retenir le maximum possible les décisions qui pourraient être novatrices. Donc il n'y a pas tellement cette idée. Les conservateurs et autres. Ouais. C'est ce qui a freiné entre autres le développement des universités en Rome antique. Alors l'université, c'est un peu plus tard, mais... Non, mais dans le sens où les grandes écoles où il y avait des enseignements et autres, il n'y a pas eu de centralisation de la donnée qui aurait permis une avancée plus rapide de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que les fondements philosophiques ou religieux dans lesquels les gens évoluent empêchent une anticipation du futur. On essaie de faire en sorte effectivement que ça soit le moins progressiste possible, parce que cette idée que tous les progrès ou toutes les modifications sont en fait des détériorations. Donc on essaie de retenir un peu le truc. Et puis après, dans l'histoire de l'Occident chrétien, il y a cette idée alors, un peu plus religieuse comme ça, que c'est Dieu qui décide. Et donc ça ne sert à rien d'anticiper parce que de toute façon tout peut changer en fonction de la décision de Dieu. Donc il y a cette idée un peu étrange que le futur, alors que nous on se dit ah tiens j'ai envie de faire ça comme métier plus tard, je mets en place un ensemble de choses, et puis potentiellement je pourrais faire ce métier plus tard. L'espérance de vie aussi. Pardon? L'espérance de vie. Alors c'est clair que quand vous mourrez à 30 ans en moyenne, ça limite un peu. Bien sûr, nous, on repousse toujours les limites. C'est ça. Il y a des avancées médicales qui nous permettent de se projeter plus loin que... Voilà, mais vous voyez, cette structure-là, elle est intéressante parce que justement, à la Renaissance, on va commencer à se dire, Dieu disparaît de son intervention du monde. C'est d'un coup, en fait, c'est plus Dieu qui est responsable du destin de l'humanité, mais c'est l'homme lui-même. Et donc, soudainement, le futur devient un élément sur lequel on a de l'emprise. Et on va développer un imaginaire qu'on pourrait appeler extrapolant ou extrapolatoire. On va commencer à faire des espèces d'extrapolations. On va se dire, ah tiens, si je fais ça aujourd'hui, alors demain, il y aura ça. Et c'est ce raisonnement logique qui est, on a tous fait l'expérience que c'est pas toujours valable. Il y a plein de fois où on se dit, si je fais ça aujourd'hui, alors demain ça sera différent. En fait, des fois ça n'arrive pas comme ça. Mais cette espèce de logique part du principe que le futur est assez lié au présent. Alors, ce raisonnement d'extrapolation, il est daté du XVIe siècle, et dans cet espace ici, on a un ensemble d'écrits qui sont en fait en l'occurrence au fond de l'espace, mais vous ne les voyez pas, qui sont les premières manifestations de ça qu'on appelle les utopies. Et les utopies, c'est des récits imaginaires qui se veulent comme tels, qui s'assument comme tels, dans lesquels on imagine pouvoir créer de nos mains, et puis en attendant l'intervention divine, un monde meilleur. Le terme utopie étant souvent synonyme d'un monde meilleur, mais en même temps un peu inatteignable ou inaccessible. Et donc dans toutes ces utopies, il y a environ 400 utopies qui sont écrites entre 1516 et la fin du XVIIIe siècle, ce qui est beaucoup par rapport au nombre de gens qui écrivent à cette période-là. C'est pas non plus... aujourd'hui, évidemment, ça paraît pas beaucoup, 400,
sur 2 siècles, mais en l'occurrence, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent. Et donc, il y a plein de gens qui ont imaginé des réformes sociales. C'est pour ça qu'il y a un lien avec la prospective, parce que la prospective va s'interroger aujourd'hui sur, il y a plein de départements de prospective, dans les, à la Confédération, dans les cantons, etc., qui essaient de voir un peu comment on peut aller. L'idée, c'est de maîtriser un peu l'évolution du présent et des paramètres du présent pour que le lendemain, enfin demain, ça soit un peu mieux qu'aujourd'hui. Ou du moins que ça soit moins catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer parfois. Donc il y a quand même cette idée dans la prospective de pouvoir projeter quelque chose dans le futur qui est meilleur que dans le présent, et donc de faire les bons choix pour que ça soit meilleur. Alors ça s'origine au XVIe siècle avec les utopies, et je me disais que ça peut être marrant de vous dire en quelques mots comment fonctionne l'utopie, parce qu'on va voir aujourd'hui comment, avec les nouvelles technologies après, on va pouvoir mettre en place ce raisonnement-là. Donc l'utopie, c'est simple, vous avez un voyageur qui part et qui revient, il faut bien qu'il revienne parce que sinon il ne peut pas raconter, donc il part et il revient, et quand il est revenu de son voyage, dans le XVIe siècle c'est la période des grandes découvertes, c'est là où les gens partent découvrir le monde, je me rappelle que Christophe Colomb c'est 1492, donc tout à la fin du XVe siècle, au tout début du XVIe, on invente des récits de fiction, enfin on invente des récits où on fait semblant qu'un voyageur est parti, a découvert un monde meilleur et est revenu. Et puis raconte à des témoins qui sont là ce qu'il a pu expérimenter dans ce monde meilleur. Le point commun des utopies, c'est que tous ces mondes meilleurs, c'est ces nouvelles cités, je pourrais vous demander à chacun de décrire, comme ça, ce que vous n'allez pas faire, d'écrire à votre avis dans 50 ans, comment on pourrait faire pour qu'on puisse soit ça mieux. Vous aurez tous des idées. C'est déjà un raisonnement qui montre bien que ça marche, mais on dirait, ah tiens, on pourrait imaginer telle réforme, ou si on imaginait que les gens avec ce genre de vie-là, ça irait mieux, ou que ça. On pourrait se projeter. Alors c'est ce que font les premiers utopistes au XVIe siècle. Ils projettent dans un monde lointain, il n'est pas encore temporel, mais il est lointain, ça se passe très très loin sur Terre, c'est des endroits inaccessibles. On imagine des sociétés parfaites, et quand je dis parfaites, c'est dans le sens où l'être humain semble épanoui. Et comment on a réalisé cet épanouissement? De manière assez simple, on a modifié quelques paramètres de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, exactement si je vous demandais aujourd'hui comment faire pour que la société civile suisse soit meilleure dans 50 ans, vous bougeriez quelques paramètres, alors économiques pour certains, politiques, peut-être les deux, peut-être technologiques, en disant si ça bougeait, ça irait mieux. Alors c'est ce qu'ils font, ils font bouger des paramètres pour que ça soit mieux. La première utopie qui est écrite en 1516, elle bouge un paramètre qui paraît complètement évident, qui dit une des choses qui grève la société anglaise du début du XVIe siècle, c'est la pauvreté. C'est plus de 99% de pauvreté et très très peu de riches qui sont les propriétaires terriens. Et donc le premier utopiste dit pour enlever cette pauvreté, comment on fait? Un truc qui paraît évident, à votre avis, quel est le raisonnement qui pour nous est plus facile à trouver qu'au XVIe siècle? Comment on peut faire pour éviter que les gens soient pauvres? On répartit la richesse. Mais ce qui vous paraît complètement évident aujourd'hui, au XVe siècle, personne n'aurait pu avoir ce raisonnement-là, en fait. Impossible. Parce que c'est un système qui est voulu par Dieu, en fait. Et donc, il n'y a pas de raison de bouger ce système-là. Il faut donc d'abord déconstruire cette idée que Dieu a voulu ce système-là pour ensuite pouvoir être capable de le bouger. Et donc, on imagine répartir les richesses autrement, ce qu'on appelle la communauté des biens. Donc, dans le monde utopique, il y a une communauté des biens. Donc, c'est-à-dire que tout le monde contribue ensemble à la prospérité de la cité. Et puis, il n'y a pas de salaire. Par contre, tout est réglementé. Les gens travaillent un même nombre d'heures par jour, font les mêmes activités par tournus. Donc, tout le monde fait de l'agriculture, mais tout le monde fait aussi de la lecture. Il y a un peu, on répartit ça. Et donc, on dit, avec ça, s'il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de disparité. S'il n'y a plus de disparité entre les gens, il n'y a plus de raison d'être pauvre. Puis, s'il n'y a plus de raison d'être pauvre, il n'y a plus de raison d'être criminel. On suppose que la criminalité provient de la pauvreté. Et c'est ce qu'on appelle le système de communauté des biens, et pas le communisme qui apparaît beaucoup plus tard et puis qui est basé sur d'autres choses. Ce qui a été fait par Thomas More, qui est le premier écrivain d'utopie, c'est qu'il fait une relation qui pour nous est évidente, c'est si je suis pauvre, je peux être amené à envier ce que d'autres ont. Et donc je peux être amené à faire des vols,
des meurtres, pour obtenir ce qui me manque. Nous, on a complètement adopté ce raisonnement. Si aujourd'hui vous avez une situation conflictuelle ou un crime, on va aller regarder dans la personne qui a commis le crime quels sont les facteurs qui peuvent l'expliquer. Alors que si vous y réfléchissez bien, on n'en sait strictement rien. Si on ne peut pas établir une loi de causalité directe entre une enfance malheureuse, par exemple, et un crime. On présuppose ça, mais on ne peut pas faire un indirect. Il va nous manquer des choses pour faire ça. C'est une sorte de croyance qu'on a, qui semble relativement vérifiée. Effectivement, les gens qui ont plutôt un confort de vie sont moins amenés, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais sont moins amenés à commettre des larcins que des gens qui seraient dans des situations problématiques. Donc ce raisonnement-là, pour nous, il est évident. Mais il n'est pas au CSSF. Donc on invente un monde, voilà. Tout le monde est à peu près riche, tout le monde est à peu près au même niveau. Et puis on voit les conséquences de ça. C'est-à-dire, pour que tout le monde, pour qu'on puisse jamais envier, par exemple, il ne faut pas que les gens s'habillent différemment. Parce que si je suis habillé différemment, techniquement, je peux envier ce que l'autre a et que je n'ai pas. Donc on va réformer la société en s'appuyant sur un nouveau paramètre, la communauté des biens, et puis on va voir toutes les conséquences. C'est ce qui fait que les utopies ne sont pas très marrantes à lire. Parce qu'en fait, on lit tout ce qui a été changé pour que ça se passe bien. Donc il n'y a pas beaucoup d'histoire. Et puis accessoirement, comme les gens sont heureux, soi-disant, vous connaissez l'adage qui dit les gens heureux n'ont pas d'histoire, ça, il n'y a rien à raconter. Puisque tout se passe bien. En fait, on raconte ce qui ne va pas, on ne raconte pas ce qui va. Hein. Ce qui est assez intéressant pour la suite de notre petite histoire, c'est qu'en fait, les premières personnes qui ont écrit l'utopie ont bien compris que inventer un monde idéal, c'est bien à condition de ne pas vouloir le réaliser. C'est-à-dire que du moment où je veux réaliser le monde idéal, c'est-à-dire que je mets en place des paramètres, je me dis, quoi qu'il arrive, il ne faut pas que ça bouge, ça pose quelques petits problèmes. Et un des problèmes qui se passe, c'est qu'une des caractéristiques de l'humanité que tout le monde connaît, c'est sa capacité incroyable à être libre. C'est-à-dire à faire des choses qu'on n'attend pas. On peut. Or, quand vous avez un système qui est bâti sur quelque chose de très solide, si vous imaginez que les gens commencent à être libres, ils risqueraient de faire des choix qui vont bousiller ce truc-là, en fait. Et qui vont empêcher à ces principes de se maintenir. Donc on comprend assez vite que dans l'utopie, les gens n'ont pas le droit d'être libres, en fait. Et comment s'appelle un système dans lequel les êtres humains n'ont pas le droit d'être libres? Une dictature. Autrement dit, on se rend compte que les premiers utopistes très rapidement se rendent compte qu'en fait, réaliser une utopie, c'est réaliser une dictature. Ok? Parce que ça veut dire que pour que ce système puisse se maintenir, il faut que les gens ne soient plus capables d'être libres, pour ne pas venir embêter quelque part ou rendre problématique les choix qui ont été faits. Ce que les utopistes du XVIe siècle n'avaient pas imaginé, ça aurait été compliqué, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, on rentre dans une ère avec les réformes, que ce soit la Révolution américaine, que ce soit la Révolution française, l'émergence de la démocratie, etc., au tout début du XIXe siècle, où on se dit il est possible de vivre dans le meilleur des mondes. Autrement dit, il est possible de réaliser l'utopie. Et ça s'appelle, vous connaissez, puisque c'est un terme connu, ça s'appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est-à-dire cette espèce de système d'idées qui fonctionnent ensemble, ça émerge au XIXe siècle en pleine démocratie. Et il y a 3 paramètres qu'on imagine devoir être augmentés pour que l'être humain soit heureux. Il y a la démocratie, c'est-à-dire en fait on suppose, et on voit bien l'échec de ça, on suppose que si les gens sont libres, ils vont toujours voter pour le bien commun, ce qui est un peu naïf mais en même temps compréhensible. On suppose que pour atteindre ce bien commun, il faut aussi que les conditions matérielles d'existence soient meilleures. Et puis là, il y a 2 éléments qui contribuent ensemble. Il y a le progrès scientifique, puisque c'est quelque chose qui permet d'augmenter l'espérance de vie, puis d'augmenter le confort matériel. Finalement, si on réfléchit à nos vies à nous, même si on n'est pas toujours très content de nos vies, on a de l'eau chaude, on a tout ce qu'il faut, personne n'est laissé sur la paille, donc on a des conforts, on a un confort de vie qui est quand même inimaginable pour quelqu'un du XVIIIe siècle, c'est impossible d'imaginer ça. Et puis en même temps, pour pouvoir débloquer de l'argent afin d'augmenter la recherche scientifique, il faut quoi?
la croissance économique, donc ce qu'on appelle le capitalisme. Il faut être capable de générer de la plus-value qui permet avec cette plus-value de réinvestir l'argent dans de la recherche. Donc on a une sorte de trois pôles comme ça qui commencent à fonctionner ensemble dès la fin du XVIIIe siècle et du XIXe. C'est la démocratie, la recherche scientifique et on va dire la croissance économique. D'ailleurs chaque année, ça va arriver bientôt sur le mois de décembre, vous avez un article de 20 minutes, je ne dis pas que c'est une source d'information incroyable, mais de fait, c'est la plus lue, qui vous rappelle que parce que le PIB en Suisse augmente, c'est la preuve que la Suisse est un des pays les plus heureux sur Terre. Et cette espèce de lien bizarre, si la croissance économique augmente, alors les gens sont heureux, c'est un raisonnement qui provient de l'utopie, donc du XVIe siècle, c'est très ancien, difficile à démontrer, quand même, mais qui s'appuie sur ce raisonnement. S'il y a de la croissance économique, alors il y a de la plus-value. S'il y a de la plus-value, alors il y a de l'investissement. S'il y a de l'investissement, alors il y a une augmentation des conditions de vie. Sauf que les écrivains se sont dit, on a bien compris la leçon de l'utopie, c'est-à-dire quand on réalise le monde parfait, ça suppose une fin de la liberté humaine à l'extrême. Et donc ils vont commencer à écrire, ces mondes utopiques, réalisés. Autrement dit, ils vont commencer à écrire des utopies réalisées. Et ça, c'est un mot que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la dystopie. Donc la dystopie, les exemples les plus connus en littérature, c'est 1984 d'Orwell. Au cinéma, vous avez les Hunger Games, Divergent, etc. Mais c'est plutôt la dystopie pour les jeunes adultes. La dystopie, c'est quoi? C'est on invente un monde utopique, voilà, c'est-à-dire en fait où tout est parfait, et puis on raconte ce qui s'y passe. Puis on voit ce qui se passe. C'est-à-dire en fait quels sont les impacts sur l'être humain lorsqu'il vit dans un monde où il n'y a plus de liberté. Bon, en général, ça se passe pas. Et donc on crée une sorte de relation étrange, on dit le monde utopique, le monde parfait de demain ne peut être que dictatorial, ou en tout cas on pourrait appeler, parce que dictatorial suppose un dictateur, en tout cas pourrait être totalitaire. D'ailleurs dans le mot totalitaire, nous on est un peu embêté, parce que le totalitarisme pense nécessairement en fait, au nazisme ou au stalinisme. Mais le totalitarisme c'est pas ça, c'est du moment où vous avez un système total, tout le totalitarisme, système total de dogmes, c'est ce qu'on appelle une idéologie. Donc si on réalise une idéologie de manière complète, on est dans une forme de totalitarisme. Et raconter ça, c'est ce qu'on appelle la dystopie. Donc on a ces deux pôles dans l'imaginaire humain, le pôle utopique qu'on a tous, comment faire pour que le monde de demain soit meilleur, et idéalement de plus en plus meilleur. Puis on a un autre pôle, un peu moins connu, qui se dit comment raconter le monde. Alors que lorsqu'on raconte le monde meilleur, lorsqu'on s'intéresse aux individus qui vivent et plus à la structure du monde dans lequel on est, alors ce qu'on voit plutôt, c'est des mondes aliénants et totalitaires. Donc à cette espèce de pôle comme ça extrême, va se passer à la fin du XIXe siècle un phénomène assez particulier, qui est qu'on va commencer à se rendre compte que une des sources, on l'a vu avant, une des sources qui permet l'amélioration du monde, c'est les sciences et les technologies. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, et de moi en particulier, on est assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que le progrès scientifique et technologique amène un mieux-être. En tout cas, on pense que c'est ça. Après, on peut être critique par rapport à ça. Mais, techniquement, on a ce sentiment que la recherche scientifique avançant, les conditions de vie des gens devraient s'améliorer. De nouveau, vous voyez que le problème avec ce genre de raisonnement-là, c'est qu'ils sont difficiles à démontrer. Pas démontrer ça. C'est une sorte de profession de foi. On y croit ou on n'y croit pas. Donc si dans la salle ici, si je vous demandais à tous anonymement de dire si vous y croyez ou pas, je pense que la majorité y croirait. Il y a quelques-uns qui seraient un peu sceptiques. On n'a pas le sentiment que le développement scientifique. Alors oui, il y a un mieux-être sur certains aspects, la santé, le confort quotidien, mais il y a un mal-être sur d'autres choses qui semblent être responsables ou être dû à ce progrès scientifique. Après, on est dans une dystopie où le ruissellement des avancées scientifiques ne se fait pas, ou en tout cas pas suffisamment à mes yeux. Je ne suis pas sûr qu'on est dans une dystopie parce qu'on ne vit pas dans une utopie, mais on va essayer de rester au niveau de l'imaginaire. Par contre, on va avoir justement, alors ça me permet de pouvoir faire le lien avec la science-fiction, on va avoir des écrivains depuis le 19e siècle qui vont en fait essayer de raconter le développement scientifique et ses impacts sur l'être humain. Par exemple, je prends un exemple que vous connaissez tous,
même s'il n'arrive pas au 19e siècle pour des raisons évidentes. Si je prends la question du téléphone portable, qui en fait continue à s'appeler téléphone, même si l'utilisation standard qu'on en fait n'est plus celle du téléphone, le smartphone, on y réfléchit assez peu. Typiquement, aujourd'hui, on réfléchit assez peu. Tous les jours, on ne se dit pas comment ça se fait que j'ai mon téléphone allumé dans ma poche, pourquoi je passe entre 6 et 7 heures par jour sur mon téléphone. On ne se pose pas cette question, c'est là. Et puis voilà. Et puis quand nos enfants à 11-12 ans vont nous demander un smartphone, pour diverses raisons, en général plutôt du mimétisme dans la classe, on va accepter, on va leur dire ok, je ne suis pas méga fan, donc je vais par acquis de conscience bloquer quelques trucs, Telegram, WhatsApp, etc. Mais bon, qui vont réussir à débloquer assez vite. Puis je leur file leur téléphone et je me dis pas à une seule seconde, moi j'arrive pas très bien à gérer ce truc. Et eux, ils vont forcément mieux arriver que moi. Parce que non, ils vont pas mieux arriver. Et donc, je leur offre en tant que parent, avec joie et bonne humeur, leur propre prison. Et je suis content. Alors que normalement, quand je deviens parent, c'est plutôt que mes enfants deviennent libres et pas tellement esclaves. Alors je dois leur apprendre, mais je vais leur apprendre un truc qui est compliqué parce que j'ai pas tous les paramètres en main. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la connexion au réseau informatique fait que même si j'apprends que c'est tant par jour, ils vont être pris dans un ensemble de phénomènes qui sont difficiles à contrer. Alors je pourrais me dire, tiens, et si je racontais la conséquence du téléphone portable sur l'individu, chose que moi je ne fais pas. Habituellement au quotidien, je ne me demande pas vraiment les conséquences sur moi. Je ne me dis pas ce que ça a changé dans mon être au monde. C'est dans mon interaction avec les gens, dans mon interaction avec moi-même, etc. Donc là, je vais pouvoir commencer à raconter une histoire. Donc voilà, c'est ce qu'on fait, tout ce que vous avez autour dans l'espace ici, c'est comment les auteurs qu'on appelle de science-fiction ont essayé de raconter, souvent de manière extrapolée, vous le rappelez, on parlait d'extrapolation, de projeter dans le futur, de manière extrapolée, les conséquences du développement scientifique et technologique sur l'être humain. Mais bon, on va exagérer, oui. C'est exactement ça. Black Mirror, c'est exactement ça. Donc on prend comment ça marche la science-fiction. Vous voyez, on doit détricoter, on ne doit pas tricoter, on doit détricoter. On dire, je prends Black Mirror, donc je vois des technologies voilà, qui n'existent pas. Bon, la série, en tout cas, elles n'existent pas aujourd'hui. Elles ont quoi comme effet? Puis je dois me poser la question, parce que comme il y a une extrapolation, il faut désextrapoler. À quoi ça fait référence? Et soudainement, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ce lien entre mon présent et le futur imaginé de la science-fiction, que ce soit au niveau de la technologie ou des institutions sociales, c'est des fois un peu plus large que juste la technologie. En fait, je vais dire, tiens, dans cette technologie-là, il y a quelque chose d'humain qui va toucher l'humain que le film ou la série m'a montré, mais de manière exagérée. Je prends un exemple, vous avez tous, enfin peut-être pas tous, mais ceux qui ont vu Black Mirror, moi il y avait un épisode qui m'avait passablement marqué, c'était cet épisode sur le fait que vous pouviez, avec un dispositif étrange et étonnant, vous êtes dans la science-fiction toujours un peu comme ça, on invente un truc mais on ne sait pas comment ça marche, c'est pas très important, mais ça fait scientifique, ça ne l'est pas, c'est une excuse, mais c'est comme ça. Où on peut voir les souvenirs des gens. Et donc en fait, vous pouvez savoir ce que les gens ont vu. Ce qui est très pratique si vous voulez, si vous arrivez à capter ce machin, c'est très pratique pour savoir si votre conjoint vous a trompé par exemple. Puisque vous pouvez savoir ce qu'il a vu, donc il n'y a plus de doute quoi. Vous ne pouvez pas ruser sur les SMS, machin. Évidemment, ça serait bizarre d'avoir dans notre monde à nous cette technologie. Déjà c'est impossible, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepterait d'avoir une sorte de caméra qui filme en direct tout ce qu'on vit. Il faut être un peu limité pour faire ça dans les moments où on n'a pas très envie de savoir que les gens sachent ce qu'on fait. Mais là, comme c'est intégré, en fait, les gens n'ont plus de pouvoir là-dessus. C'est une société de la transparence, il n'y a plus rien à cacher. Voilà. Puis on voit bien que ce qui est touché, c'est pas que dans le futur, et ça c'est un raisonnement prospectiviste, dans le futur, on va mettre en scène ce genre de dispositif-là qui fait que les gens pourront tout le temps filmer tout. Ce sera aberrant, personne n'accepterait ce truc. Mais c'est plutôt pour venir se corréler avec autre chose. Là, en l'occurrence, nos smartphones, parce qu'eux enregistrent des messages, des photos, des vidéos, que sais-je. Mais vous voyez que ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tant l'outil, c'est de mettre en lien avec cet outil, le smartphone, un autre truc, qui est que l'outil, en fait, doit être vu comme un instrument de quoi, à votre avis? Qu'est-ce que dit cet épisode? Il dit le smartphone, c'est un instrument de quoi?
de contrôle. Hein. Autrement dit, quand je vois un smartphone, je ne vois pas un téléphone portable, je ne vois pas un smartphone, un ordinateur portable, je vois un outil de contrôle. Qui permet de fliquer les gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une des pires insultes que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est de prendre son smartphone. Hein. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est pas juste un répertoire téléphonique. C'est un ensemble d'autres trucs, en fait. Et que ça va fermer les gens sur eux-mêmes, puisque de fait, personne ne peut avoir accès au téléphone portable, et ça devient peut-être même le dépositaire de votre propre intimité. C'était comme à l'époque, il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, des gens qui lisaient les journaux intimes, ça ne se faisait pas. Mais le journal intime, on pouvait le planquer, on n'avait pas toujours sur soi, le téléphone, on l'avait toujours sur vous. Ce qui crée évidemment cette possibilité de le piquer à quelqu'un. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que la série ne va pas tellement s'intéresser au smartphone en tant que smartphone, elle va raconter comment ces dispositifs technologiques sont devenus des dispositifs de contrôle. Et ça, c'est ce que va faire la science-fiction en permanence. Elle va raconter comment ces technologies qui sont les nôtres impactent notre condition humaine. Elle va tout le temps faire ça. Elle va dire, on ne réfléchit pas. Alors si je prends un exemple un peu moins contemporain que le smartphone, je peux prendre par exemple La guerre des mondes. Vous connaissez peut-être ce récit, enfin c'est un roman, il est adapté au cinéma plusieurs fois, c'est un roman de Wells, un auteur anglais de la fin du 19e siècle. Alors il fait la chose suivante, il invente un truc simple, il dit, il y a des Martiens débarquent sur Terre, on ne sait pas pourquoi, mais ils débarquent sur Terre dans des machines qu'on appelle des tripodes. Ils détruisent, enfin ils se nourrissent des ressources terrestres, ils lâchent d'ailleurs leurs excréments, c'est ce qu'on appelle l'herbe rouge, qui a donné lieu d'ailleurs à un roman de Boris Vian plus tardif, et puis ils tuent les humains. Voilà. Donc en gros ils viennent sur Terre, ils prennent les ressources, ils tuent les humains, et puis ils laissent un espèce de machin qui contamine la Terre. Bon, pas hyper sympa comme ça. Ça serait bizarre de voir ce roman comme vraiment prospectiviste, où Wells aurait imaginé l'arrivée des Martiens sur Terre et se soit dit attention les gars, on risque un petit peu notre civilisation. On peut le faire, bon, il y a des gens qui font comme ça, mais ça serait bizarre. Puisque de fait, en 1896, quand le roman est écrit, il n'y a pas de Martiens. Par contre, Wells fait exactement ce qu'a fait Black Mirror avec le smartphone. Il dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de la science? Il dit il y a une science, enfin, le 19e siècle, c'est une science qui découvre l'astronomie. Où les progrès en astronomie sont immenses. Et en particulier, plusieurs théories, dont une qui dit, même si elle est fausse en fait, mais qui dit plus vous êtes loin du Soleil, plus vous êtes vieux. Nous, on a un petit peu ça dans notre imaginaire en pensant que Vénus est une Terre un peu plus jeune. Ça vient de ça en fait. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps on a dit que Vénus c'est un peu une Terre, mais plus jeune que la Terre. Ce n'est pas vrai. Le système solaire s'est formé en même temps. Mais au 19e siècle, on pense. Donc Mars est plus loin du Soleil que la Terre, donc Mars est plus vieille. C'est ce que les gens pensent à ce moment-là. Et Wells se dit, bah c'est super ça. Je peux utiliser des Martiens plus vieux, donc s'ils sont plus vieux ou plus anciens, ils sont technologiquement plus avancés, il explique qu'ils viennent sur Terre. Mais en même temps, je fais un lien avec le monde. C'est quoi le smartphone de l'épisode de Black Mirror dans le cas de la guerre des mondes? Si on imagine ces Martiens qui partent sur Terre pour aller bouffer un peu la C'est Terre. derrière. Christophe Colomb. Ouais, mais on est au 19e, hein, c'est quand même 500 ans. Donc oui, mais dites plus précisément. C'est le concept qu'il faut chercher derrière. Donc en fait, c'est vraiment juste cette habitude et en fait, Wells met en garde contre le fait de se nourrir et utiliser l'entièreté de la planète par l'humanité. Ça, c'est un raisonnement. l'avidité qui sort de là. Non, ça c'est un raisonnement très très contemporain. Essayez de se dire, c'est le plus proche de Christophe Colomb. Qu'est-ce qui se passe à la fin du 19e? Wells c'est anglais, hein. Le bon temps des colonies. Ouais, c'est l'impérialisme anglais. L'avidité, le concept d'avidité. C'est pas vraiment l'avidité, mais c'est plutôt l'idée, c'est qu'il se dit, tiens, on vit dans une société au 19e siècle. Ouais. C'est super bien. On vit dans une société au 19e siècle, Wells on est conscient, où les Anglais, l'Angleterre victorienne, part dans les pays d'Afrique essentiellement pour puiser des ressources. Okay.
tout comme les Martiens, avancés technologiquement, vont sur Terre pour piéger des ressources. Jusque là, c'est juste. Donc il fait un lien avec la société de son temps. Mais il ne fait pas un lien avec une technologie, il fait un lien avec un phénomène qui est beaucoup plus large, qui est un phénomène social, enfin sociopolitique. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il dit avec ça? Parce on a fait le lien avec le smartphone avant, puis après on a dit, ah tiens, le smartphone, c'est un outil de contrôle. Alors maintenant, que Wells fait en disant, les Martiens sont un peu comme la société victorienne. Qu'est-ce qu'il dit à ses lecteurs? Arroser un peu, non? Attention à ne pas faire arroser un peu. Alors en gros, alors oui, bien que s'il voulait faire ça, s'il voulait que les gens comprennent qu'il est en train de critiquer la société victorienne du premier degré, il l'aurait dit comme ça. Ouais. Pas inventer des Martiens, machin. Non, c'est qu'il utilise un autre raisonnement. La peur? Non plus. Ok. Il utilise un autre raisonnement qui est que les empires coloniaux estiment qu'ils ont le droit de coloniser parce qu'ils sont avancés et plus développés. Et donc, ils vont installer la démocratie et en échange, en fait, ils vont piller les ressources. Donc, quand Wells utilise les Martiens, ce qu'il dit à son lecteur sous un format bizarre, c'est oui, mais je vous rappelle que Mars est plus vieille que la Terre. Et en plus, vous savez qu'à la fin du 19e, on observe les canaux martiens, parce qu'on pense être des canaux sur Mars. En fait, c'est pas le cas, mais. Et donc, on se dit, si on voit des canaux sur la planète Mars, c'est que Mars est en train de crever. Puisque finalement, il y a des canaux partout, donc ils creusent pour obtenir de l'eau, et donc ils sont en train de mourir. Ça, c'est une situation décadente. Donc, il fait la chose suivante, il dit si je pars coloniser, je n'exprime pas la gloire de ma civilisation, mais le fait que je suis en train de mourir. Donc je fais ce qu'on appelle de l'anti-victorianisme. Je dis, en fait, avec ce récit, je viens critiquer la société de mon temps en disant, nous on pense que c'est à notre gloire d'aller coloniser, mais en fait, ce qu'on exprime en allant coloniser, c'est juste le fait que sans ces colonies, on est en train de crever. Donc notre force est en fait notre plus grande fragilité. Il utilise un raisonnement particulier qu'on appelle la métaphore. C'est-à-dire qu'il va utiliser une image en disant, si je mets ces martiens, tous ces machins qui vont, c'est pour réfléchir par un biais un peu divers, tout ça, pour éviter de s'y attaquer au fait que la société victorienne est en train de crever. Vous voyez que l'imaginaire de la science-fiction va utiliser les sciences et les technologies pour critiquer et donc éclairer autrement ce qu'on connaît. Okay. On passe par un monde futuriste, différent, extrapolé, mais le but de ce monde, c'est pas de parler du futur, c'est de parler sur un mode un peu particulier du présent. Vous voyez pourquoi la prospective, si je reviens à ce qu'on disait au début, la prospective qui, elle, cherche en fait à anticiper certains développements du futur, cette prospective-là, c'est l'inverse de ce que fait la science-fiction, qui va plutôt dire, oui, on va imaginer un monde futuriste, qui paraît plausible pour le lecteur ou le spectateur, c'est une des forces de Black Mirror, c'est que d'un coup les gens ont découvert des manières de raconter la science-fiction qui paraissaient plausibles, mais on fait ça pourquoi? Comme dans un miroir en fait, pour revenir au présent avec des nouvelles composantes, comme si on pouvait le voir autrement. Okay. Autrement dit, la fiction, et la science-fiction en particulier, a cette capacité particulière de venir enrichir notre compréhension de notre monde et de ce qu'on connaît. Alors, si je reviens sur l'exemple du smartphone, nous avons tous pris un téléphone portable, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est quand même un truc bizarre où tous les êtres humains, alors on va dire en Suisse, mais c'est presque valable au monde entier, mais ont décidé librement d'acheter un téléphone portable. Pas trop de pubs, vous voyez, Apple ne fait pas de pub dans les boîtes aux lettres, enfin, il n'y a pas de trucs comme ça. Et si vous cassez votre téléphone portable, vous allez en acheter. Même si par ailleurs vous vous en plaignez au quotidien parce que bon voilà, vous êtes joignable tout le temps, c'est fatigant, etc. Donc c'est tout super, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire de pub. Aujourd'hui, vous savez que ça, c'est là. Donc tout le monde a fait ça. C'est des rares technologies que tout le monde a à soi, même les machines à laver. Tout le monde n'a pas sa propre machine à laver. On dit qu'un smartphone, c'est le cas pour tout le monde.
j'ai acquis ce truc-là. En tant qu'adulte, je sais que ça pose quelques problèmes. Enfin, je sais que des fois, je suis tout le temps dessus. Enfin, vous avez tous été une fois en vacances, puis sur votre téléphone portable, vous êtes en vacances, c'est quand même un peu bizarre. Ou je suis censé être en vacances, puis je check mes mails ou mes téléphones, enfin, je sais pas quoi, sur mon téléphone portable. Voire, je m'emmerde, ce qui arrive aussi, mais l'ennui est un peu une source de créativité, mais je m'emmerde, je suis avec des gens et je suis sur mon smartphone. Hein, ça, c'est. Voilà. Donc c'est à la fin un truc un peu bizarre, ça porte notre ennui, ça nous permet de travailler n'importe quand, etc. Mais j'y réfléchis assez peu en soi. Je m'en plains parce qu'on aime bien se plaindre, mais je ne me dis pas qu'est-ce que ça a changé chez moi. Pour les plus anciens parmi vous, rappelez-vous qu'il y a 30 ans, 20 ans, si vous écriviez un message pendant que vous parliez avec quelqu'un, c'était hyper mal vu. Enfin, ça se faisait pas en fait. L'autre pouvait vous dire, bon, si je t'ennuie, hein, aujourd'hui c'était complètement accepté. En fait, on peut discuter avec quelqu'un, écrire un SMS en même temps, plus personne quasiment est offusqué par ça. Hein. On peut l'être, mais c'est en tout cas de moins en moins fréquent. Le problème avec cet exemple du smartphone, c'est que on n'y a pas réfléchi, autrement dit, on ne réfléchit pas aux conséquences, aux impacts que ça a sur notre être en fait. On peut ponctuellement se poser quelques questions, mais assez peu. Par exemple, on ne se dit pas, vous savez que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, à chaque fois, parce que c'est tout le temps valable, en fait, vous balancez de la donnée au groupe, okay? Même si vous ne faites rien. C'est que si vous restez sur une vidéo, par exemple, pendant plus de secondes que statistiquement ce que vous faites sur les autres vidéos, l'algorithme repère que c'est une vidéo qui vous intéresse puisque vous êtes resté plus longtemps, et donc va vous envoyer sur votre fil plus de ce type de vidéos. Vous n'avez rien à faire. Hein. Si vous êtes là, vous êtes sur votre vidéo, il y a quelqu'un qui vous appelle, vous restez sur votre vidéo, pas de bol, et quand vous revenez, vous n'avez vraiment objectivement rien fait, et ben, l'algorithme de Meta, que ce soit Instagram ou Facebook ou TikTok, va en fait dire ok, ce contenu l'intéresse. Donc, on va lui balancer ce contenu. Et il n'y a même pas d'intention derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit dans sa petite pièce, ah tiens, lui il aime bien ça, je lui envoie ça. Ça se fait automatiquement. Donc vous n'avez pas forcément, vous ne voyez pas ça puisque vous n'avez rien fait. Par contre, vous allez rapidement vous rendre compte que vous avez de plus en plus de vidéos comme ça. Et si vous continuez à rester longtemps sur ces vidéos, alors là c'est bingo. Hein. Parce que ça veut dire que l'algorithme a trouvé juste, donc là vous avez quasiment plus que ces vidéos qu'il y a. C'est ce qui s'est passé, c'est un des phénomènes qu'il y a eu pendant le confinement, où les gens qui regardaient des vidéos un peu à tendance paranoïaque, enfin conspirationniste, soudainement avaient de plus en plus de vidéos comme ça, et donc avaient l'impression que tout le monde pensait comme eux. Donc ça renforçait leur croyance dans le fait que ces théories étaient vraies, ou du moins qu'elles étaient répandues. Quand vous allez après sur Amazon et vous commandez vos livres, vous avez déjà tous fait attention à ça en disant tiens, il y a une sorte de miracle comme ça magique, c'est que on vous dit voilà ce que vous pourriez aimer. Et vous remarquez que ça marche. C'est qu'en fait, c'est ça la magie. C'est je veux commander ce livre ou n'importe quoi, nous en prenons ce livre, et dans les suggestions, c'est que les livres qui m'intéressent. C'est incroyable ce truc, c'est pratique. C'est un peu magique. Ce que j'oublie, c'est que j'ai fait des commandes, Amazon va jusqu'au déplacement de votre curseur à l'écran. Hein. C'est-à-dire que suivant où vous allez, indépendamment de vos clics, ils peuvent retracer votre. Donc si vous scrollez par exemple pour aller voir la suggestion que vous arrêtez, il sait que la partie suggestion vous intéresse, donc ça va travailler sur les algorithmes. Et en fait, on vous donne ce qui est censé vous intéresser. Puis si je décode ça, en gros, on vous confronte systématiquement à vous-même. Ok ? Ah, tu aimes ce type de roman, tu peux acheter ce type de roman. Et ça marche parce que c'est exactement ça. On ne vous montre pas les trucs qui pourraient vous intéresser mais qui n'ont rien à voir avec vos habitudes de consommation. Autrement dit, chaque action et parfois inaction sur les réseaux aujourd'hui, et les grands groupes, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont capables de systématiser vos données, de dresser un profil utilisateur qui en fait varie à chaque fois que vous faites une opération, donc tout le temps, pour l'adapter au mieux, pour vous faire acheter ce qui vous correspond le plus. Okay. Ça marche aussi pour l'achat humain avec Tinder.
Il y a une doctorante de l'EPFL qui s'appelle Jessica Pidou qui a fait il y a quelques années qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus en se rendant compte que suivant comment vous paramétrez vos profils Tinder, en fait les algorithmes vous font rencontrer des gens qui sont compatibles avec ces paramètres, pas avec vous, avec ces paramètres. Et donc vous ne rencontrez que vous-même, c'est bon pour ça que ça ne marche pas trop. On rencontre que soit je veux ça, j'obtiens ça. C'est donc l'inverse de la rencontre humaine normalement, ou l'inverse de l'achat. Techniquement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir la diversité. Et elle militait pour le fait que ces applications de rencontre pouvaient ouvrir les algorithmes à nous faire rencontrer ce qu'on n'attend pas. Il y a plus de chances que ça fonctionne que ce qu'on attend. C'est toujours un peu déceptif. Donc vous voyez que ces espèces de phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire, et on va avoir, de manière assez surprenante, passablement de créateurs, d'artistes, romanciers, de réalisateurs ou autres, qui vont raconter le quotidien humain lorsque les gens qu'ils rencontrent, c'est lui. Il y a un très beau film qui fait ça, qui s'appelle Her, je ne sais pas si vous avez vu ce film, H-E-R. Donc dans ce film-là, on voit bien que ce qu'aime le personnage principal, qui est en fait en train de tomber amoureux de son assistant personnel, c'est qu'elle ne fait que remplir ses désirs. C'est-à-dire tout ce qu'il espère, dès qu'il veut parler, elle est là, dès qu'il ne veut pas parler, elle n'est pas là, dès qu'il veut un truc, elle fait ça, dès qu'il veut ranger ceci, enfin bref, elle est en aide permanente. Elle est son assistant personnel. Mais l'assistant personnel, ça peut être de deux points de vue. Ça peut être je suis l'assistant personnel parce que quelqu'un est en situation problématique, donc il a besoin d'aide, type dans le monde thérapeutique par exemple. Ou ça peut, puisque là, en l'occurrence, le personnage du film n'est pas en situation problématique, c'est que tous les êtres humains sont déjà et systématiquement en situation problématique, quelle que soit votre vie. Et donc, ils ont tous besoin qu'on les aide tout le temps. Et la technologie, elle vous aide tout le temps. Et c'est super. Donc, tout le monde est assisté. Et donc, on peut commencer à décoder ce film en disant, ouais, mais cette IA, cet assistant personnel, c'est pas d'abord le futur, mais c'est d'abord cette espèce d'infantilisation dans laquelle on vit tous, où on a tout le temps besoin de cette espèce d'outil génial que le smartphone, parce que là, il va nous aider à trouver la localisation, qui utilise encore des maps, des cartes topographiques par exemple. Il va nous aider à trouver les notes sur un restaurant, comment je choisis mon restaurant. Il va nous aider à rencontrer l'homme ou la femme de notre vie, via des applications. Il va nous aider à savoir si on est populaire. Il va nous aider à acheter des trucs. Pensez à Amazon, pensez par exemple à ceux qui parmi vous recourent à ce genre de service, tout en prônant par exemple une sorte de conscience climatique, Zalando. Zalando, c'est quand même un business model incroyable. Vous avez tout, et en plus ça ne vous coûte rien de recevoir ça et de renvoyer. Par contre, vous savez que les gens vont toujours acheter plus que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et puis c'est pas très climato-friendly puisque les cartons, il y a quand même un petit poids CO2, voilà, et à l'aller et au retour. Donc si vous faites que d'acheter, au moins il n'y a que l'aller. Si vous renvoyez, vous avez un double effet qui se coule pour l'effet CO2. Quoi. Vraiment, ce qui ressort dans tout, il est beaucoup parce que ça leur coûte plus de les restocker. recycler que de les détruire. C'est ça. En Suisse, c'est 1500 cartons qui viennent par jour de Wish. Et je parle que de Wish, je ne parle pas de Temu, Alibaba, Zalando, ça. 1500 cartons par jour qui passent par la poste. Donc vous imaginez bien que ces cartons partent de Chine. Donc après, bon, on peut vouloir s'engager pour la planète, mais on peut faire des trucs assez simples, type arrêter le commerce en ligne et valoriser le commerce de détail. Qui lui aussi recourt aux Chinois. Ça change rien, mais au moins ça fait qu'une fois, ça ne fait pas 14 fois. Donc vous voyez que l'idée qui m'intéressait dans cette question de l'imaginaire, en tout cas pour la discussion qu'on avait avec Guy, c'est qu'en fait tout ce que vous avez autour de vous n'est pas là pour décrire le futur. Le futur reste, et c'est plutôt pas mal, reste un potentiel de choses. Il peut réaliser beaucoup de choses. Il est riche de potentiel, quelque part. Mais les écrivains de science-fiction, alors pour ce genre-là, parce que c'est celui sur lequel travaille le musée, on pourrait faire sur d'autres types de productions, va se dire, et si on racontait le quotidien humain par rapport à ce qui est en train de l'aliéner, donc je rappelle que aliéner c'est rendre étranger à soi-même, c'est une manière de ne plus être complètement soi, d'être transformé par quelque chose d'extérieur.
Voyons comment les nouvelles technologies peuvent l'aliéner. Non pas qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, parce que c'est pas qu'elles sont mauvaises, ce sont des outils. Mais que comme elles sont prises dans une idéologie particulière qui est l'idéologie de la consommation, bah évidemment, la plupart d'entre nous utilisons ces nouvelles technologies à des fins consuméristes. Je ne pense pas que vous fassiez tous de la création vidéo, par exemple, sur vos téléphones portables. Vous pourriez pourtant, hein, c'est possible de faire des trucs, voilà. Quand on voit les photos sur les réseaux sociaux, on se dit c'est quand même marrant, tout le monde a la même idée. Il y a un truc un peu étrange, hein, les gens se photographient de la même manière. Vous avez tous vu ces photos, par exemple, des gens au bord de la plage qui photographient leurs pieds. C'est un truc un peu. On y réfléchit, on se dit on est tombé assez bas, mais c'est quoi le truc de photographier ses pieds face à. Alors bon, à la rigueur pour dire que vous avez une bonne pellicule, mais à part ça. Si c'est dire que je suis à la mer, bah, j'ai qu'à photographier la mer, par exemple, ou un grain de sable. Devinez où je suis, au bord de la mer. Mais bref, vous voyez, on a une sorte de truc bizarre, c'est qu'on se fait avoir par ces choses-là, et en termes de créativité, on l'est assez peu. Donc on utilise les nouvelles technologies de manière standardisée. Mais cette standardisation, elle nous fait rentrer dans des moules de consommation, et soudainement les auteurs de science-fiction vont raconter, c'est ce qu'il y a eu avec Black Mirror par exemple, vont raconter ça. Et ils vont dire, tiens, on va raconter ça de manière extrême. On va bouger les choses, on va les exagérer. Ce qui fait que le spectateur dans Black Mirror, il se dit « Ah mon Dieu, j'ai pas du tout envie de vivre ça », mais il le vit déjà. Autrement dit, dans la science-fiction, on nous montre ce qu'on vit déjà. Et c'est pour ça que, par exemple, si je prends des récits moins drôles, qu'on a souvent vu de manière prospective, hein, qui sont les récits de destruction, hein, ce qu'on appelle le post-apocalyptique, c'est les récits où le monde est détruit. Hein, vous savez, ces trucs comme, je sais pas, Débile et autres trucs comme ça, ou La Route. Voilà. On aurait tendance à dire, ah tiens, il nous représente ce qu'il y aura demain, dans le futur. Avec ce que je viens de dire sur Black Mirror, machin, en fait, c'est pas vrai. Ce qu'ils font, c'est qu'ils nous disent, comment ça se fait que vous ne voyez pas que dans votre monde à vous, c'est déjà ça? En fait, que vous êtes déjà des survivants. Quand on se balade d'ailleurs, on pourrait peut-être se dire ça. Mais pourquoi on ne se dit pas, quand on voit toutes ces tentures de magasins et tout ça, quand on va au bord de la mer, en Algarve, et qu'on voit tous les machins faits pour les touristes, pourquoi on ne voit pas que derrière ça, c'est comme si on. C'est comme un peu l'encre citron là. Pourquoi si j'allume pas, je me dis pas mais ce truc, le monde est déjà détruit. On voit bien qu'on n'arrivera pas à remplir les objectifs de développement durable, c'est pas possible. Et on est en Suisse ici, hein. De la Tokyo, 40 millions d'habitants, de la New York, 1 million d'habitants. Enfin, là vous dites, on est mal. Hein, pour bouger la consommation CO2, ça va, c'est pas. Nous à la rigueur, ça va. Quoi. On peut un peu mettre 2-3 pompes à chaleur et tout comme ça, mais suivant où vous allez à Mexico, vous verrez bien que ça va être compliqué. Hein. Autrement dit, ces récits ne viennent pas nous dire attention, voilà le futur, ils nous disent voilà ce que vous ne voyez pas dans votre présent, et pourtant c'est ce qui est. Si je vois mon téléphone portable, et vous voyez, si je reprends l'exemple un peu moins dur que la planète, pourquoi je ne vois pas que c'est d'abord un outil de contrôle et que ce n'est pas d'abord un outil d'accès? Ça ne me fait pas accéder à de l'information, bien que ça le peut, hein, mais c'est d'abord un outil de contrôle qui me fait conserver l'information, ou même où je deviens le produit, hein, c'est-à-dire que je donne de l'information à d'autres qui vont pouvoir la rediriger. C'est le propos d'un roman que j'aime bien qui s'appelle Les Furtifs, dans la magie. Les Furtifs, qui parle de ça et qui montre comment on est devenu des produits en fait, et qu'on s'enferme dans ces outils de contrôle. Il y a une très belle métaphore, il parle de techno-cocon, il dit c'est confortable, cocon, et c'est technologique, ça nous isole des autres, et ça nous fait être confrontés qu'à nous-mêmes. Tout le temps. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, bah vous bloquez, vous changez, vous enlevez. Voilà. Vous voyez que l'imaginaire ne sert pas à décrire le futur, mais il cherche à critiquer, au sens noble du terme, à critiquer notre monde contemporain, en espérant peut-être pouvoir non pas changer drastiquement notre façon d'être, il y a peu de chances que si je lis un roman, je vais changer ma façon d'être. Mais en tout cas, de plus être naïf ou d'être lucide sur ce qui se passe. Soudainement, quand je vais offrir un téléphone portable à mes enfants, je vais leur dire je t'offre ta prison, puis on va essayer ensemble, même si j'ai pas bien réussi, à pas y rester tout le temps. Quoi. Et si je fais ça, je suis plus juste. En tout cas, je suis plus à même de pouvoir amener un enfant ou
un adolescent à apprendre que cet outil de contrôle peut aussi être un outil créatif, il sera de toute façon un outil de contrôle, mais aussi un outil créatif, pour conjurer un tout petit peu ce que la plupart d'entre nous vivons, c'est-à-dire nos 8 heures par jour sur notre écran de smartphone. Parce que les statistiques européennes, c'est ça, hein, c'est en moyenne entre 7 et 8 heures par jour sur un écran de smartphone. Évidemment, ce n'est pas 8 heures d'un coup, mais vous avez qu'à swiper à gauche, vous voyez le temps de... Alors, le matin, ça compte pas, parce que c'est rebooté à minuit, donc il faut plutôt vers 11h le soir, vous prenez le téléphone, vous allez à gauche, vous regardez le temps d'écran du jour. Non, mais ça va mal du matin, ils mettent à 9h. Voilà, puis après vous avez les statistiques des semaines, puis vous dites tiens, en général 4-5 heures c'est assez standard, 7-8 heures c'est déjà un peu bon niveau, puis après vous dites pendant ces X heures par jour j'ai fait quoi? Vous vous rendez compte que c'est une sorte de... Il y a 3 heures, 4 heures, 5 heures qui ont disparu de conscience, pourtant c'est pas rien, hein. Si vous voulez avoir le bon sentiment que vous êtes le produit, c'est un bon truc. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 4 heures? Je dirais que la réponse là, c'est je sais plein. Mais il y a un truc qu'on est sûr que vous avez fait, c'est que vous avez balancé de la donnée. Ça, c'est sûr. Et que cette donnée, elle permet à ces réseaux d'être gratuits, puisque c'est ce que les annonceurs payent dans les groupes, c'est le fait qu'il y a tant de gens qui vont passer 4 à 5 heures par jour sans même s'en rendre compte. Puisque un adulte aujourd'hui, en Occident, smartphone inclus, est confronté à environ 1200 contacts publicitaires par jour. Ces contacts publicitaires, ça peut être un habit, un vêtement, une voiture, un jacuzzi, etc. Les algorithmes font de telle manière qu'on vous parle. Si moi j'arrête pas de vous parler de jacuzzi, ce que je ne vais pas faire, parce que j'arrête si maintenant je suis en train de le faire. Bah, en fait, les téléphones qui sont peu éteints enregistrent cette donnée. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à votre envie d'avoir un jacuzzi. C'est que ça enregistre cette partie. Si vous pouvez parler avec votre téléphone, bah, il peut enregistrer ce que vous dites. Et puis il va dire, ah voilà, il est intéressé par un jacuzzi. Donc on va balancer de la publicité sur des actions jacuzzi. Vous pouvez faire ça, vous essayez de faire des trucs. Enfin, si vous allez vous marier, il faut éviter de trop dire aux gens que vous cherchez un endroit pour acheter une bague. Parce que si quelqu'un va sur votre réseau social, il va voir les offres de bagues et il va comprendre que vous voulez peut-être vous marier. Et oui, quand on a fait ça, on ne s'est pas rendu compte. L'imaginaire de la science-fiction, elle fait ça. Il va utiliser ce qu'on a, il va l'extrapoler, l'exagérer, raconter ce qu'on y vit dans ce monde exagéré, qui est heureusement pas notre monde. Puis il va dire à son lecteur ou son spectateur, bon, maintenant qu'on a fait ça, on va revenir à notre monde à nous, on ne va pas rester là-bas. Hein, on revient, puis on se dit, on va faire une règle de 3, hein, enfin, en tout cas d'analogie, on va dire, bon, alors, cette technologie dans le monde, ça correspond à quoi dans le monde? Voilà. Le monde détruit dans le monde du post-apocalyptique, ça correspond à quoi? Ah bah, à mon monde à moi. Mais il n'est pas détruit. Tu es sûr qu'il n'est pas détruit? C'est quoi un monde détruit? Le film nous dit que le monde détruit, c'est parce qu'il y a une surconsommation. Ok, je reviens. Donc dans mon monde, il y a la surconsommation. Donc, on me présente une image de ce qu'il y a déjà. Je veux contrôler les pensées des autres avec cette nouvelle technologie qui permet de voir ce qu'ils ont. Ok, dans mon monde, c'est quoi? Bah, l'outil de contrôle le téléphone portable. Ok, donc derrière, ça me permet de contrôler tout ce qui se passe. Ok, comment mon téléphone portable permet de tout contrôler? Bon, ça, je vois bien. Puis troisième chose, ah bah, je me rends compte qu'en fait, ce qui est contrôlé en premier, c'est moi. Tiens, comment mon téléphone portable me contrôle? Et là, je me dis, bah, peut-être que je peux l'éteindre parfois. Voilà. Mais c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, je vous montrerai ça plus concrètement dans quelques minutes pour la visite de l'expo, puisque c'est une expo Révolte que j'ai imaginée justement pour voir comment l'imaginaire, qu'il soit artistique ou bien fictionnel, vient en fait nous donner des représentations de nous-mêmes un peu embêtantes, quand je dis embêtantes critiques, puis qui peut conduire à une révolte. On verra ce que ça veut dire par rapport au terme révolte, mais ça on verra ça dans quelques instants après la pause de quelques minutes. Voilà, je ne sais pas si vous avez une question avant que vous fassiez la pause. C'est intéressant. Merci. Peut-être reprendre ces dimensions aujourd'hui, démocratie, capitalisme, est finalement technologie. Dans l'histoire finalement du smartphone, ça incarne complètement ces 3 dimensions. Mais la démocratie, c'est finalement une privation de liberté. Donc c'est peut-être
pour ça que souvent, on va dire, c'est pour ça que la science-fiction est plutôt une littérature démocratique. Il y a un peu de science-fiction pendant l'URSS, mais assez peu, qui prend plutôt d'ailleurs les formes des dystopies, justement, parce qu'on est dans un système relativement totalitaire. Mais une des choses qu'on n'imagine pas en Occident démocratique, c'est que, mais parce qu'on est dedans, c'est que les trois piliers du monde occidental, c'est effectivement démocratie, technosciences et libéralisme. C'est pour ça que c'est très compliqué, par exemple, de comprendre des pays qui ne sont pas laïques. On ne peut pas comprendre ça. En fait, il y a quelque chose qui... Et inversement, hein, les pays non laïques ont beaucoup de peine à comprendre qu'on puisse baser une société sur la liberté des individus. Donc là, il y a quelque chose effectivement d'assez particulier. Il y a ce paradoxe liberté versus prison. Mais le problème de la science-fiction, c'est pas tellement le fait qu'il y ait de la liberté ou pas, c'est qu'on a institué ces choses-là en idéologie. C'est qu'on cherche à réaliser la démocratie parfaite. C'est ce qu'on voit dans les conflits armés. Hein. Quand on a les conflits armés, on va instaurer la démocratie. Enfin, en gros, sans démocratie, c'est pas possible que les gens soient heureux. C'est-à-dire que la démocratie devient en fait une croyance quasi religieuse. Parce que c'est un dogme. Donc il ne peut pas être remis en cause. Mais on voit tous comment la démocratie ne fonctionne pas. C'est-à-dire, par exemple, les élus sont censés être des représentants du peuple. Or, c'est une très belle analyse qui a été faite dans les années 60, comme quoi c'est pas tout nouveau, par une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui disait le problème des démocraties contemporaines, c'est qu'en fait, le peuple est censé déléguer sa voix à des élus. Mais les élus représentent le peuple. La démocratie représentative, c'est ça. Donc le peuple devrait lui demander des comptes, puisqu'il a sa voix. Or, cette délégation normalement responsable s'est transformée dans un monde consumériste entre une délégation déresponsabilisée. Et en gros, je ne m'intéresse plus à ce qui se passe. Je ne leur demande pas des comptes. Et c'est ce qu'Hannah Arendt appelle la transformation en masse. La société de masse, c'est ça. La masse, c'est l'individu qui a délégué sa voix et qui s'en fiche complètement. C'est un algorithme. Pas sûr, La non. démocratie, non? Non, mais c'est pas un ensemble de données codées, mais quelque part, non, la démocratie en tant que système politique où le peuple a... choisi pour nous finalement. Enfin, Oui, mais c'est pas parce... il y a une- Oui, mais c'est pas parce que c'est démocratique. C'est parce que la démocratie s'est accompagnée d'un ensemble de choses qui a fait ça. Parce que si aujourd'hui le peuple disait nous on en a marre, donc on fait des assemblées citoyennes, et quand nos politiques, nos élus, on a voté pour eux, on leur a délégué notre voix, hein, font n'importe quoi, on demande des choses. Bah, ils pourraient faire ça, mais qui fait ça? Les gens font ça chez eux, ah mais quand même, ils font n'importe quoi, ils mentent, mais c'est tout. Donc si vous voulez, le problème il n'est pas tellement bizarrement du côté des politiques, il est presque plus du côté du peuple qui a délégué, mais qui s'en fiche après, puis qui dit on va attendre les prochaines élections. Mais nos élus actuels ont notre voix. Donc techniquement, dans une démocratie telle qu'elle est imaginée au XIXe siècle, le peuple peut à n'importe quel moment intervenir dans la responsabilité des élus par rapport à cette voix. Ce que personne ne fait. Et quand vous rajoutez le monde consumériste, donc le monde capitaliste, ça renforce encore. Ah c'est chouette, j'ai délégué, j'ai pas besoin de m'occuper de ce truc, donc je peux consommer mes loisirs et autres, etc. Hein, il y a quelque chose d'abrutissant en fait dans les deux choses. Enfin, je vois ça un peu. C'est-à-dire voilà, on laisse faire et puis on avale les couleurs et autres. Oui, ça c'est vraiment à la fin, mais c'est pour ça que dans ce livre. Mais c'est assez juste, c'est ce que dirait Hannah Arendt, pour ne pas avec le côté d'abrutissement, parce qu'il y a un côté de jugement, mais qui est de dire, en fait, c'est un livre qui s'appelle Les origines du totalitarisme, si jamais, où elle dit, même dans les démocraties les plus strictes, le totalitarisme peut régner. Mais c'est pas dans le sens nazisme. C'est dans le sens où on transforme le peuple en masse, c'est-à-dire qu'il n'est plus intéressé par la chose politique, puisque le point de vue d'Hannah Arendt qui est vachement intéressant, c'est que ce que c'est qu'un système totalitaire, c'est un espace qui détruit, enfin c'est un système qui détruit l'espace politique. Il n'y a plus d'espace politique. Et donc en fait, c'est les partis qui décident, en fait. Il n'y a plus la possibilité de bouger ça. Les élections sont truquées, ou il n'y a plus d'élections, etc. Alors elle dit, bah, ça, dans une démocratie, ça existe aussi. Mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, c'est au peuple de faire en sorte, et là au peuple au sens des gens qui votent, hein, de ne pas accepter de devenir une masse.
Et puis ça, c'est compliqué, parce qu'à côté de la démocratie, fonctionnent d'autres trucs. Et c'est bien pour ça qu'on parle bien de système, et quand la science-fiction raconte, elle raconte dans ce système. Il n'y a pas que la science d'un côté, ou que la politique de l'autre, ou que l'économique. C'est un système avec plusieurs composants. Mais c'est-à-dire que d'un coup, c'est chouette, il y a des gens qui s'occupent pendant 5 ans de la chose politique, moi pendant 5 ans je peux faire un autre truc, puis tant que ça ne me touche pas, moi je m'en fous, hein, selon clair, et puis le jour où ça me touche, je me plains, en général sur les réseaux sociaux, ce qui va m'amener, bon, bref, ce qui fait que je nourris la machine des réseaux sociaux avec, avec un certain type, quand vous allez faire une... Mais bon, c'est un hivernant, c'est super, les gens se plaignent du marché de ce que les gens ne comprennent pas en faisant ça, c'est que les algorithmes, ce n'est pas des gens en fait. C'est des logiciels qui sont extrêmement perfectionnés et qui vont dans ce truc-là, ils vont se dire c'est quoi le profil type de cette personne. C'est-à-dire comment je peux être amené à raconter ça. Donc ils établissent un profil type. La moindre plainte sur Facebook, ah mais quand même il manque des chants de Noël, ben, l'algorithme, je disais sur ChatGPT, il fait n'importe quel texte, donc il peut décoder, il va se dire ok, cette personne-là, elle a tel profil, en tout cas elle veut les chants de Noël, donc il y a des pubs, Weihnachten, machin, là, et puis ça. Donc en fait, même dans ces moments-là critiques, en utilisant une forme comme ça, vous alimentez une machine consumée avec ça. Parce que la seule manière de faire assemblée citoyenne, c'est de se voir en vrai dans une assemblée citoyenne, en fait. C'est-à-dire de pouvoir, et c'est pour ça qu'Hannah Arendt, quand elle écrit Les origines du totalitarisme, enfin c'est en 57, c'est pas en années 60, elle dit on sait qu'on devient une masse quand on se désinscrit des partis. Et tant que je suis dans un parti, je participe à l'assemblée citoyenne. Du moment où je me désinscris, alors ma voix, elle est. Sauf qu'elle ne pense pas, parce qu'il faut attendre 50 ans, elle ne pense pas que cette voix, elle va revenir dans les réseaux sociaux et puis créer un profil type pour vous vendre des trucs. Ça, elle n'avait pas imaginé. Il était encore innocent à cette époque-là. Donc effectivement, la démocratie est problématique, pas en tant qu'objet, elle est tout seule, hein, mais elle demande, et c'est ça que nous on ne vit pas, et je ne suis pas sûr que l'école forme à ça, c'est qu'elle demande un ensemble de responsabilités de l'électeur. Voter pour quelqu'un puis s'en foutre pendant 5 ans, c'est pas ça la forme démocratique, normalement. Hein, c'est je vote pour quelqu'un parce que je n'ai pas vraiment envie de faire ça, donc je vote pour quelqu'un, puis je suis après cette personne-là pour voir ce qu'elle fait, puis si elle fait un truc con, je demande des comptes, et puis si j'estime que cette personne n'est pas capable de gérer ma voix, je demande sa démission. Ça, en fait, si vous voulez, la démocratie, elle supposerait que les élus ne soient pas des gens au-dessus de la masse, ce qui semble montrer en soi, hein, mais au service des gens. Mais après, vous rajoutez le pouvoir, puis ça change, puis la consommation, puis là, ça fait. Donc c'est pour ça que le système ne fonctionne pas, mais c'est pas en soi. Par contre, vous voyez ce que je disais au tout début sur l'utopie, réaliser une utopie, c'est le début de la fin, en gros. Donc la démocratie en tant qu'idée est bonne. Réaliser la démocratie, c'est la meilleure manière pour la transformer en dystopie. Saint Thomas d'Aquin disait la démocratie est faite pour des anges, c'est-à-dire en fait pour des gens qui n'ont pas, je ne sais pas dire, mais qui n'ont pas de, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de pulsion, c'est pas des gens qui peuvent utiliser le pouvoir pour eux-mêmes. Et donc en fait, c'est pas pour rien que pendant très longtemps, la démocratie, chez les Grecs, c'est considéré comme le pire système du monde, c'est la démocratie. C'est que depuis le 19e siècle qu'on pense que c'est le meilleur. Mais si vous rajoutez consommation et technologie, alors là, c'est pas compliqué. Parce que là, ça veut dire que ça montre dans quel étau les gens sont. Mais c'est aussi leur responsabilité, parce qu'ils restent dans cet étau, puis ils se plaignent sur Facebook. On prend une pause, vous savez quelle heure? J'ai 10h30. 26. Donc à moins quart, on commence l'expo, ça va? Très bien. Okay. Ouais, ceux qui veulent aller aux toilettes, fumer une clope, c'est devant sous le parvis. Et puis on se retrouve à moins quart au début, à l'entrée. Hein. À l'entrée. Merci. Merci. Merci.